pendant une période de crise, des éléments fondateurs qui sont à la racine d'une société ressurgissent de façon éclatante. Aujourd'hui, selon moi, la communication politique est conçue par les professionnels de la politique comme une stratégie à part entière. Je suis quasiment sûr qu'il y a plus de vent dans le cerveau de nos dirigeants que dans une prairie. À mon avis, il semblerait, en tout cas sur Twitter, que la réception soit principalement critique. Quand un magicien fait sortir un lapin de son chapeau, on le remet pas en question. Édouard Philippe, il est un peu dans cette posture magique, j'ai l'impression, qui consiste à dire on a pris des décisions, on a des communications, ne nous remettez pas en cause. Tout le monde sait que le concombre c'est dégueulasse. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Mathieu ? Ouais, donc Mathieu Fusy, j'ai fait une thèse, je pense que c'est le plus intéressant dans le cadre de l'interview. J'ai fait une thèse sur la communication de l'État en contexte de crise financière internationale. Donc la question principale que je me suis posée, c'était ce que impliquait politiquement et symboliquement la communication des ministres et du président dans le cadre d'une crise financière internationale. Donc plus largement, une interrogation sur la communication de l'État, qui est un type spécifique de communication politique. Ok, et du coup c'était une thèse c'est un peu à la croisée entre la sociologie et les sciences de l'infocom, c'est ça ? Ouais, donc c'est en sciences de l'information et de la communication, effectivement, qui est de toute façon, selon moi, une discipline par essence interdisciplinaire, voire transdisciplinaire. Et les auteurs que j'ai le plus utilisés dans ma thèse sont des sociologues. Donc effectivement, c'est une thèse qui est à la croisée des chemins entre sociologie, sciences politiques, un petit peu de socio-psychanalyse, un tout petit peu d'histoire. Voilà, beaucoup de choses dedans. Ok, donc on avait une première question à te poser par rapport aux crises politiques. Là, on est en train de vivre une crise plus côté sanitaire, qui n'a pas grand-chose à voir avec les crises financières comme les krachs boursiers que tu as étudiés dans ta thèse. Mais est-ce que tu vois quand même des rapprochements qui pourraient être faits entre la communication politique des gouvernants dans ce contexte de crise ? Oui, il y en a, mais de toute façon, peut-être d'abord, avant que je réponde, préciser deux termes que je vais pas mal utiliser dans l'entretien, au moins ce sera, je pense, plus clair pour tout le monde. Déjà, il y a l'expression professionnelle de la politique que j'abrège de temps en temps en pro de la politique, et l'expression d'organisation de la politique. En fait, il y a une expression qu'on utilise souvent, c'est celle d'homme politique. Mais à mon avis, elle est dépassée. Déjà, ça marque un peu de sexisme, parce qu'il y a aussi des femmes qui font de la politique. Et aussi, quand on est dans cette idée d'homme politique, c'est qu'on a souvent en tête les personnes qu'on voit le plus, alors qu'en vérité, ces personnes-là qu'on voit le plus sont extrêmement soutenues. Elles ont, si on prend le ministre, on a un cabinet rempli de personnes, une dizaine, voire plus de personnes, qui vont nous conseiller sur la communication, qui vont nous conseiller sur des sujets en particulier, comment s'exprimer, quelle information retenir, quelle décision prendre. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser l'expression de professionnels de la politique pour désigner tout cet ensemble en fait de personnes qui participent à la mise en œuvre d'un gouvernement, mais aussi à une compétition, à une défense, à une politique partisane. Et en particulier, bien entendu, quand j'utilise l'expression professionnel de la politique, je désigne forcément ce qu'on désigne par l'expression homme politique, c'est-à-dire les gens les plus visibles, le ministre, un président, un élu qui est à la côte, etc. La deuxième expression, je vais faire un petit peu plus court peut-être sur celle-là, c'est l'expression d'organisation politique, tout simplement. Quand j'utilise cette expression-là, c'est pour pas parler de démocratie, parce que le mot démocratie, selon moi, ne désigne pas vraiment déjà une démocratie, puis on peut mettre tellement de choses dedans que c'est compliqué. Donc quand je vais utiliser le mot organisation politique, en fait, je vais faire référence simplement à notre régime politique qu'on pourrait caractériser comme une démocratie représentative, oligarchique et aristocratique. Je sais pas si j'ai besoin de revenir sur chacun de ces termes ou pas. Bon, non, ça, on comprend où c'est que tu veux en venir. Très bien, je suis un sale type de gauche. Oui, du coup, oui, pardon, excuse-moi pour répondre à ta question, parce que j'ai pas répondu à la question. Est-ce qu'il y a des points communs ? Oui, bien sûr, il y a des points communs. Déjà, d'un point de vue, petite parenthèse sur la science, l'intérêt d'analyser une crise,
c'est le suivant, c'est que pendant une période de crise, des éléments fondateurs qui sont à la racine d'une société ressurgissent de façon éclatante. Là, dans cette crise sanitaire, ce qu'on voit de façon éclatante, c'est que, et ça surprendra finalement peut-être pas grand monde, mais visiblement nos dirigeants avaient besoin d'une crise pour s'en rendre compte, c'est l'idée qu'on a besoin d'un système hospitalier performant, compétent pour soigner des gens. Bon, bah, visiblement, il fallait qu'on risque tous de choper un virus qui pourrait potentiellement assassiner les plus fragiles d'entre nous pour qu'on se rende compte de ça. Pendant la crise financière, on se rend compte de quoi? Que l'intervention de l'État est indispensable. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le sujet de parler de finances. Mais moi, on va dire les points communs que je vois au niveau de la communication, parce que je ne vais pas parler de gestion de la crise sanitaire parce que j'y connais rien. Je ne suis pas épidémiologiste, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, enfin sans doute, beaucoup plus compétents que moi sur le sujet, donc je ne vais pas m'exprimer à leur place. Donc sur cette communication-là, on peut voir déjà, première chose, c'est ce que j'avais appelé dans le cadre de ma thèse des impératifs ou des invariants. Ça, c'est invariant, c'est l'expression qu'utilise un politologue français qui s'appelle Christian Lebard. En gros, c'est des éléments qu'on retrouve dans les discours de façon récurrente, voire continue. Le premier impératif qu'on peut retrouver, c'est-à-dire la contrainte de faire ça, c'est celui de la répétition. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'interventions de nos ministres et du président ou de secrétaires d'État ou de la porte-parole du gouvernement pour venir répéter des éléments de langage, comme restez chez vous, c'est important. Même si ces éléments de langage rentrent complètement en contradiction avec ce qui était tenu comme discours il y a quelques semaines, qui revenait à dire c'est peut-être pas si grave que ça le coronavirus. Mais bon, ça c'est malheureusement des contradictions de gouvernement, qu'on pourra discuter ça un peu plus tard vis-à-vis de la communication. La deuxième chose qui est évidente aussi, c'est un impératif de désintéressement. C'est-à-dire que c'est pas le moment de faire de la politique partisane. C'est pas le moment, je pense, quand on fait de la politique à ce moment-là, de venir dénoncer des errements des précédents gouvernements ou d'attaquer l'opposition trop fortement. Au contraire, il faut essayer d'appeler à l'unité, ce qui avait été fait par exemple en 2008 par François Fillon, si je me souviens bien, quand il fallait voter un plan de sauvetage des banques. Voilà, il avait fortement critiqué, après avoir appelé le soutien de tous les parlementaires, François Fillon avait fortement critiqué le PS qui s'était abstenu de voter ce plan de sauvetage en disant c'est pas le moment de faire de la politique partisane. Donc ça, c'est un impératif qui est présent, c'est celui de désintéressement. C'est-à-dire vraiment exprimer clairement, sans doute, que ce soit absolument limpide pour tout le monde, que les gouvernants qui sont en train de prendre des décisions à l'heure actuelle le font pour le bien commun. Donc ça, c'est un truc qu'on retrouvera bien sûr dans les discours hors crise, mais en crise, c'est encore plus important. Bah oui, quand là, peut-être c'était la semaine dernière, quand il y a eu le tollé d'Agnès Buzyn là, par rapport aux décisions qui ont été prises, il y a toute l'opposition qui a crié au scandale, mais les macronistes ont dit que c'était pas l'heure de faire de la polémique ou ce genre de truc, c'est ça? Oui, bah en fait, là, on voit ce que tu soulignes, ça amène à une remarque, ce qui est de dire, c'est que j'ai dit qu'il y avait des contraintes, des impératifs, des invariants dans les discours, c'est-à-dire que quand on est un professionnel ou une professionnelle de la politique, d'autant plus quand on est élu ou qu'on occupe des fonctions de représentation de l'État, on peut pas, notre discours ne peut pas vraiment échapper à ces contraintes-là. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser, ces contraintes. Là, comme tu viens de le dire, certes, je suis obligé dans mon discours de souligner que je défends l'intérêt commun, que je défends la société, mais ça peut me permettre de dire attention les gars, là, c'est pas le moment. On n'est pas là pour faire de la politique partisane, on n'est pas là pour se tirer dessus, il faut sauver le pays, etc. Donc c'est quand même des contraintes qu'on peut utiliser facilement. Pour revenir sur l'impératif de répétition, bah, c'est un impératif qui est aussi très utile pour le pouvoir en place parce qu'il permet d'affirmer de façon répétée et de montrer qui gouverne, qui prend les décisions. Et bien entendu, ce sera l'occasion de faire un peu de promotion, de dire l'État, les représentants de l'État, donc nous, on fait bien le travail, etc. Mais alors, je sors peut-être un petit peu de ton sujet, mais paradoxalement, ça devrait pas être justement en temps de crise qu'on devrait faire de la politique partisane ou justement de la polémique pour juger du degré de compétence de nos dirigeants. C'est à ce moment-là qu'on devrait voir s'ils sont compétents ou pas et qu'on devrait les sanctionner. Tu vois, il y a un paradoxe.
Ah bah le paradoxe, il est situé Enfin, ça dépend de quel côté on se place. Du côté des personnes qui gouvernent, le paradoxe, il est non existant, puisque l'objectif, ça va être de dire stop, pas de politique partisane. Oubliez le fait que depuis l'élection de Macron, on essaye petit à petit de diminuer les subventions dans le milieu hospitalier. C'était une erreur. Ne discutons pas de ça. Maintenant, on va se concentrer sur le coronavirus et sa gestion. Par contre, c'est sûr que les autres hommes politiques ou les autres femmes politiques ont tout à fait intérêt à souligner les incohérences, et je pense que ça a été fait chez certaines personnes, mais je ne vais pas leur faire de la promotion en reprenant leur discours, mais je pense que ça a été fait chez certaines personnes de mettre en avant que c'est quand même curieux d'avoir un gouvernement qui, en temps de crise, se rend enfin compte de l'inefficacité, voire de la dangerosité de diminuer la compétence, la performance d'un système hospitalier, soi-disant parce que la privatisation ferait mieux le travail. Ouais. Mais il n'y a pas toujours un espèce de retard dans le sens où on prend des mesures qu'une fois qu'on est face au problème. Tu vois, on est incapable de prévoir à long terme et on attend qu'il y ait un attentat pour prendre des mesures, on attend qu'il y ait une crise hospitalière pour prendre des mesures. On se dit pas qu'on pourrait aller au-devant de tout ça, quoi. Je pense que là, les professionnels de la politique ne sont que des êtres humains de notre société à l'heure actuelle, c'est-à-dire que on vit, je pense, sans être un spécialiste, une situation sur le plan écologique qui me semble assez désastreuse. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on change de mode de vie. Je veux dire, même moi personnellement, j'essaie de faire attention, mais ben voilà, je continue à polluer énormément. Je suis sur Internet à l'heure actuelle, alors qu'on sait qu'Internet ça pollue. Donc, les hommes et les femmes politiques, preneurs et preneuses de décision, sont aussi des êtres humains de notre société et ont tendance à ignorer le problème jusqu'à qu'il saute aux yeux. Mais là où on peut être d'accord avec toi sur ce point-là, et sans aucun doute d'ailleurs, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on a besoin, surtout pour des personnes qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont soi-disant qui sont des élites, qui ont beaucoup de compétences, qui ont été formées, qui ont fait de longues études, pourquoi est-ce qu'il faut attendre? Oui, secoue pas trop la tête quand même, tu vas te faire mal à la nuque. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'attendre une situation désastreuse, catastrophique, pour que enfin on change d'avis? Donc là, les éléments de réponse, on peut en avoir plusieurs. Je vais peut-être en discuter qu'un seul pour pas faire trop long. Ce serait une adhésion forte, je pense, de toute la profession politique envers l'idéologie néolibérale. C'est-à-dire que quand vous croyez fortement que les marchés naturels, comme une institution naturelle qui serait donnée, alors que ça a été prouvé par des auteurs comme Poliani à la moitié du siècle précédent que c'était des conneries et que effectivement si les marchés étaient privés et fonctionnaient seuls, c'est notamment parce que l'État est intervenu pour mettre en place ce fonctionnement seul du marché. Si vous croyez forcément que le marché, que le secteur privé est plus à même que le secteur public, et surtout si on ne le surveille pas à prendre les bonnes décisions, bah vous n'avez aucune raison de vous dire bah privatiser c'est une mauvaise chose. Donc vous y allez, vous vous plantez. On a On aurait pu croire que la crise des subprimes, qui a été assez violente, qui a maintenant 12 ans, on devrait peut-être même lui donner 13 ans, puisqu'elle a commencé en 2007, même s'il a fallu en France attendre octobre 2008 pour qu'elle soit au plus haut point. Mais on aurait pu croire que cette dizaine d'années aurait suffi pour se dire peut-être que déréglementer un secteur, c'est pas une super idée, parce que même les acteurs privés, même du point de vue de notre idéologie, les acteurs privés n'ont pas l'air d'être en mesure de prendre les meilleures décisions. Donc peut-être qu'il faut quand même garder un contrôle collectif, public ou étatique d'un secteur, et ça on peut l'étendre à tous les secteurs. Eh ben non, on se dit peut-être que c'est que la finance qui marche pas au final. Donc en fait on va quand même privatiser tout le reste et on verra ce qui se passe. Ouais, en fait, on est difficilement, enfin, ils sont difficilement capables de tirer des leçons un peu des crises, j'ai l'impression. Là, on nous dit beaucoup, oui, après ce confinement, plus rien ne sera jamais comme avant, on va tirer des leçons. Ouais. Bon, ils vont pas non plus socialiser les moyens de production, quoi. Non, je les vois mal sortir un marteau et un faucille de leur établi pour changer radicalement leur conception des rapports de production, leur conception du travail, même tout simplement leur conception de comment est-ce qu'on gouverne en France. Ça, je les vois mal changer de ça. Mais en fait, ce qui me semble très important là par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que il faut imaginer en fait une chose principale par rapport à la communication politique, c'est qu'aujourd'hui, selon moi, la communication politique est conçue par les professionnels de la politique
comme une stratégie à part entière. C'est-à-dire qu'on peut gouverner avec seulement des mots. Et ça, cette idée-là, on la retrouve de l'autre côté, c'est-à-dire des gens comme toi et moi qui recevons ces discours dans la critique qui consiste à dire c'est que des mots, c'est que des paroles, à la chanson de Dalida, quoi. Arrêtez vos conneries, agissez, faites quelque chose. Alors que ces personnes qui gouvernent sont convaincues, selon moi, que la communication en tant que telle peut suffire à gouverner et que finalement il n'y ait pas forcément besoin d'avoir un rapport entre la communication et les actes qu'on peut faire derrière, les actes politiques qu'on peut faire derrière, c'est peut-être pas très important. Et là, en fait, où c'est important comme remarque par rapport à la situation qu'on vit à l'heure actuelle, c'est que un discours de crise, pour moi, c'est pas qu'un discours de crise. C'est un discours qui appartient à la crise. Une fois que la crise est finie, on peut changer de discours. Bah oui, puisque c'était une stratégie de communication à mettre en œuvre dans le cas de la crise. Je vais repartir sur ce que je maîtrise plus, et puis après on pourra revenir sur le coronavirus. Mais pendant la crise des subprimes, Nicolas Sarkozy dit il faut moraliser le capitalisme. Bon, quand on connaît Nicolas Sarkozy, normalement on fait un fou rire et c'est 2 ou 3 arrêts cardiaques, parce que c'est quand même surprenant de l'entendre dire ça. Mais bon, admettons. Donc quand il dit ça, vous pouvez soit le croire, soit rigoler comme je viens de l'indiquer. Mais là où on comprend que ça prête à sourire, c'est que c'est un discours de crise. Pendant une crise où, bien entendu, il y a énormément de critiques qui fusent envers le capitalisme du laisser-faire, envers la déréglementation et la dérégulation, c'est pas le moment de dire, si c'était Nicolas Sarkozy, de dire, je vais pas l'imiter, même si je suis très tenté, mais dans sa gestuelle en tout cas, c'est pas le moment de dire oui bon bah ça va, c'est pas non plus si grave que ça, finalement c'est peut-être juste une petite erreur. Non, le mec il a senti, ses conseillers en communication ont senti qu'il y avait une colère populaire, que même chez les élites on commence à remettre en compte remettre en cause un petit peu le néolibéralisme le capitalisme néolibéral. Donc lui il reprend ce discours là et il est pas fou, il va pas se dresser contre tout le monde alors qu'il y a un air du temps qui est de dire bah ça va pas quoi. Et donc quand il propose de moraliser le capitalisme, moi en tant qu'analyste de la communication politique, je comprends bien que c'est un discours qui appartient à la crise. Pardon le micro, j'ai mis une gifle. Qui appartient à quoi ? Pardon ? Qui appartient à quoi du coup ? Qui appartient à la crise. Une fois que la crise elle est finie entre guillemets, parce que les conséquences de la crise des subprimes sont beaucoup plus longues, mais une fois que la crise semble plus ou moins terminée, qu'on arrête d'en parler, que les marchés financiers retrouvent à peu près une stabilité, elles sont où les actes ? Ils sont où les actes de Nicolas Sarkozy pour moraliser le capitalisme ? Ils sont nulle part. Et ces actes, ils sont tellement nulle part que vous avez, pour la campagne de 2012, François Hollande qui peut dire, sans trembler, donc il faut quand même pas être gêné, que l'ennemi, c'est ma finance. À partir de là, vous comprenez que Sarkozy, il a rien fait. Donc c'est un discours de crise. Donc, selon moi, j'espère me tromper, mais là, c'est en tant que citoyen, j'espère me tromper, mais en tant qu'analyste, je pense avoir raison, parce que je suis de nature cynique, mais entendre dire le coronavirus va nous amener, enfin cette crise-là va nous amener à changer la manière dont on conçoit les subventions du secteur public, je sais pas, d'autres choses encore, en tout cas ça va nous amener à changer de société. Moi, j'y crois pas une seule seconde, quoi. Je pense que c'est assez difficile d'y croire. Mais alors, toi, t'y crois pas parce que t'es entraîné à décrypter les discours des communicants politiques, mais en fait, oui, ce que tu dis, c'est que la communication politique, elle se suffit à elle-même, c'est-à-dire que ils ont juste besoin de dire des choses pour nous le faire croire sans que ça soit transposable dans leurs actions. Donc, en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de réception critique dans la communication politique de la part des citoyens ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Cette réception critique, elle existe et je pourrais donner un exemple plus en détail d'une mini-enquête que j'ai faite, mais déjà revenir sur les raisons qui pourraient expliquer que on croit, ou au moins on a tendance à croire un minimum, à adhérer un minimum à la possibilité, à l'existence d'une communication politique qui finalement serait déconnectée d'actes politiques derrière. Première chose, il y a peut-être un sentiment d'impuissance. Peut-être qu'on se dit on est incapable en tant que citoyen de changer les choses. Plus encore, on a des exemples récemment qui laissent penser que cette impuissance, elle est voulue, elle est maintenue, et s'il faut, on la maintiendra violemment. Je prends l'exemple des manifestations, la réforme des retraites, de violence.
les violences policières pour faire en sorte que les personnes qui manifestent un petit peu trop bruyamment ou les gens qui sont au mauvais endroit au mauvais moment s'en prennent une. Et s'en prennent une des fois jusqu'à perdre une main ou un œil. Deuxième violence, c'est la violence politique du 49-3. Qui est défendue dans une absurdité la plus totale, dans une absence de neurones tellement exceptionnelle que je suis quasiment sûr qu'il y a plus de vent dans le cerveau de nos dirigeants que dans une prairie, qui consiste à dire le 49-3 c'est pour défendre la démocratie. Donc là on est dans une incohérence tellement totale que je pense qu'il faut les interner de force. Enfin là c'est une pathologie. C'est pas Édouard Philippe qui avait dit que c'était pour mettre fin au débat inutile au sein de la majorité, un truc comme ça. Ah oui, non mais ça oui, ça. Considérer que débattre c'est inutile dans la démocratie, enfin je mets des guillemets, hein, je faudrait que je mette mes mains constamment là, mais considérer que débattre c'est inutile dans une démocratie, c'est quand même une drôle de vision de la démocratie, mais voilà, donc sur la réception critique, peut-être une des raisons, il y a un sentiment d'impuissance politique chez les citoyens et les citoyennes. Une deuxième raison, et là je vais m'appuyer sur des auteurs qui sont un petit peu plus proches d'une sociologie critique, d'une philosophie critique, voire un peu de la psychanalyse, c'est qu'il existe, notamment en France, je ne parlerai pas d'autres pays parce que je m'y connais pas assez, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais rester en France. Il existe en France une adhésion, voire une affection envers l'autorité politique. Par exemple, ça c'est ce que défend un auteur comme un socio-psychanalyste, comme il se le décrivait lui-même, qui s'appelle Gérard Mendel, donc il défend l'idée que en France, quand en fait on est face à un représentant de l'État, donc c'est un représentant de l'État assez vaste, hein, ça peut être un instituteur, ça peut être un agent de police, mais ça peut être bien entendu un élu, on a tendance à revivre une autorité qu'on a pu croiser dans nos premiers rapports avec nos parents, donc ce qu'il appelle du coup un rapport familialiste. Donc ça c'est une des deuxièmes raisons. Je résume peut-être parce que c'est une raison un petit peu plus compliquée peut-être à percevoir, c'est vraiment l'idée que il existerait en France une adhésion de base envers l'autorité parce que ça nous rappelle l'autorité qu'on a suivie, qu'on a aimée et qu'on aime peut-être encore toujours, qui est celle de nos parents. Donc sur la réception critique, là, je t'ai évoqué rapidement une mini-enquête que j'ai faite, c'est que c'était sur Twitter, parce que je m'intéressais un petit peu, je me demandais en fait à quoi ça servait quand on est un homme ou une femme politique d'aller sur Twitter, alors que généralement on se fait quand même pas mal arroser. Hein. Je sais pas si tu lis les commentaires sur les réseaux sociaux. Bon, ils prennent quand même pas mal de... Je pense que, je sais pas s'ils ont un gilet pare-balles ou pas, mais ils ont de quoi se faire tirer dessus assez souvent. Hein. Et donc j'ai tout simplement mené une petite enquête. Hein. Je reviendrai sur les limites de l'enquête parce que c'est important quand on présente une enquête comme ça de ne pas dire je suis en train de décrire la réalité, au contraire reconnaître les défauts, les limites. Donc sur les réseaux sociaux numériques, et le seul réseau social que j'utilise, moi, c'est Twitter en l'occurrence. Donc voilà, suivre en fait pendant une journée, j'ai suivi les tweets du Premier ministre. C'était une étude qui a eu lieu en janvier 2018. Et j'ai repris en fait tous les tweets de réponse d'Édouard Philippe. Donc je te donnerai les résultats après. Je sais pas si je te présente les catégories. En fait, je vais présenter les catégories en même temps que je présente les résultats. Au moins, ça permettra d'être plus clair. En gros, pour revenir sur la méthode, en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement relever ces tweets-là, donc qui étaient des réponses aux tweets d'Édouard Philippe, pour voir en fait cette réception critique. On peut la caractériser comment, elle ressemble à quoi, et notamment sur les réseaux sociaux numériques. Et j'ai pas pris en compte dans l'analyse, ça c'est important de le souligner, tout ce qui est retweet et aussi les cœurs. Pourquoi? C'est parce qu'un retweet, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on retweet un tweet du Premier ministre d'Édouard Philippe pour dire qu'on est d'accord ou pas d'accord? Si on met un cœur, ça peut signifier plus clairement qu'il y a une adhésion, mais il ne faut pas aussi mettre de côté tout ce qui peut être de l'ordre du second degré. Donc c'est pour ça que j'ai mis de côté tout ça et me suis plutôt basé sur le contenu, la formulation des tweets des internautes pour comprendre ce qu'ils disaient. Donc au final, quelques chiffres, parce que les chiffres, ça parle. Il faut toujours un minimum de positivisme pour se donner une crédibilité dans la science. Nombre de tweets du Premier ministre, du coup, dans la journée que j'ai analysée, il en a fait 8. Il y a eu 352 réponses. Et donc, en fait, j'ai divisé ces différentes réponses en catégories. Donc, il y avait déjà la catégorie la plus utilisée que j'ai pu relever, c'est la catégorie critique. Donc c'est ça, la catégorie critique, c'est pour définir les tweets qui remettent en cause l'action présentée dans le tweet ou l'action effectuée par le gouvernement en général. Donc ça, c'est 48% des tweets
sont des tweets critiques. La deuxième catégorie, c'est une catégorie de la discussion, c'est-à-dire c'est un usager qui va répondre au Premier ministre en affichant pas de critique, en affichant pas de soutien, mais juste il a envie d'échanger. Par exemple, une demande de précision. Le Premier ministre tweet un truc et il va demander une précision. Donc là, c'est la deuxième catégorie la plus présente avec 30,5%. La troisième catégorie la plus présente avec 11%, c'est la catégorie moquerie. Donc ça, c'est les usagers qui se foutent de la gueule du Premier ministre. Hein. Je te donnerai des exemples d'insultes assez marrantes quand même. Il y a des gens qui ont de l'imagination quand il s'agit de se moquer. Ça fait que 11% la moquerie? Eh oui, c'est pas beaucoup, mais bon. Après, l'enquête est bien imparfaite, mais je reviendrai sur les limites après. Je vais finir juste sur les catégories. Il y a la catégorie inclassable. Bon, bah ça, c'est une catégorie d'ordre méthodologique. Enfin, ouais, méthodologique, c'est-à-dire c'est les trucs que je suis pas arrivé à classer parce que ça me paraissait trop compliqué. Donc ça, elle est quand même à 7,5%. Donc ça, c'est quand même une limite de l'enquête. Ça veut dire que mes catégories sont peut-être pas géniales, puisqu'on est à 7,5% d'inclassable, c'est assez élevé quand même. Et enfin, la catégorie, deux autres catégories pour finir qui sont vraiment pas très présentes, voire dont une carrément absente. Donc il y a la catégorie partisane, c'est-à-dire des tweets de soutien du Premier ministre, qui affiche clairement un soutien au Premier ministre. Et une catégorie défensive, c'est-à-dire j'étais parti du principe que peut-être qu'il y a des personnes qui viennent défendre le Premier ministre quand celui-ci se fait attaquer. Bah ça, j'en ai eu 0. Donc voilà. Donc au niveau des limites, déjà c'est une petite enquête, ça je pense que tout le monde l'aura compris. La catégorie inclassable, je l'ai indiqué, montre que mon découpage, ma catégorisation n'est pas idéale, donc il faudrait retravailler tout ça. Et aussi, ça serait plus un conseil que je pourrais donner aux personnes qui font de l'analyse de tweets, faire très attention au second degré, parce que j'ai dû faire un deuxième travail qui consistait à consulter les profils des tweeters. Bon, j'ai gardé aucune info, hein, qu'on m'accuse pas de faire du fichage politique, mais en gros, il y a des personnes qui tweetent un soutien envers le Premier ministre. Je classe ça en catégorie partisane, mais je vais quand même vérifier le profil. Et en regardant le profil, je trouve des infos qui sont en contradiction avec le contenu. Ça va être une personne qui va dire « Ah bah bravo, monsieur le Premier ministre », et quand on va regarder dans son profil, c'est une personne qui est du Parti communiste, par exemple. Donc on peut se dire c'est quand même bizarre qu'un communiste, d'autant plus que les tweets à l'époque portaient sur un grand projet inutile, c'était l'aéroport de Nantes, il me semble. Donc bon, voir un communiste soutenir un grand projet inutile, ce serait un peu surprenant, je trouve. Donc voilà, donc c'est pour ça, bien se méfier dans ce genre d'analyse vis-à-vis du second degré. Donc au niveau de la réception critique, et ce qu'on peut retenir, avec des guillemets, avec de la prudence, du conditionnel, hein, parce que je le répète pour la énième fois, c'est une petite enquête. À mon avis, il semblerait, en tout cas sur Twitter, que la réception soit principalement critique de la communication du Premier ministre. Et c'est une critique qui est négative en plus. Je vais te donner un exemple. C'est une personne qui va dire assez de blabla et agissez. Ça, en fait, c'est un reproche qu'on retrouve assez couramment envers la communication politique, qui est de dire arrêtez de parler, faites des choses. C'est vraiment l'opposition entre action et communication. Comme si d'un côté, il y avait des vraies actions, des vrais trucs à faire, et la communication, c'était pas une vraie action en fait. C'était du vent, ça servait à rien. On peut être d'accord ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas voilà, c'est l'idée qu'on retrouve. La deuxième chose qu'on peut retrouver aussi dans cette petite analyse, c'est que la critique, elle est basée quand même, un petit peu, même si pas principalement, sur la moquerie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, alors je sais pas si c'est parce que je suis tombé sur des personnes qui aimaient bien la langue française et qui savaient la manier, mais c'est que des fois dans la critique, il y a un certain style, donc je pense qu'il y a une intelligence, définitivement d'ailleurs, une intelligence populaire dans la réception critique de la communication. Moi j'aurais tendance à m'opposer assez vivement face ce qu'on pourrait les appeler la bourgeoisie de plateau télé, quoi. Les mecs qui vivent dans un monde un peu fictif, qui vont parler de gilet jaunisation à tout va dès que les personnes commencent à réclamer un petit peu autre chose. Enfin, c'est des mondes qui vivent, des gens qui vivent dans un monde de fond de teint, quoi. Il y a une couche de crasse, et ils sont pas dans le même monde que nous, j'ai envie de dire. Et donc, pour te donner un exemple par rapport à ce certain style, donc cette intelligence populaire, cette capacité à manier la langue, c'est que Édouard Philippe, en fait, il utilise une métaphore lors d'un de ses passages dans une émission de France 2 pour désigner le travail du gouvernement. Et en fait, cette métaphore, elle va faire l'objet d'un tweet, et je vais te la lire. Un gouvernement, c'est comme un orchestre. Je veux que chaque ministre sache ce que font les autres pour que nous puissions conduire un travail d'équipe.
petite métaphore, le chef d'orchestre, etc. Blablabla. Et donc là, c'est quand même une perche, comme ça. Hein, c'est une grosse perche qui est tendue, et forcément, le français, c'est taquin dans l'esprit. Donc c'est saisi. Donc cette métaphore, en fait, du chef d'orchestre, de l'orchestre, elle est reprise. Elle est reprise, et puis elle est reprise pour se moquer. Donc je vais te donner un exemple. C'est une personne qui va dire un orchestre de pipoteurs, ou une autre personne qui va dire faudrait changer de partition. Donc c'est ça qui m'a semblé assez intéressant, c'est de relever cette critique qui existe, et qui peut aussi être une critique moqueuse, mais qui en plus de ça, on peut se permettre de mettre un style dedans. Donc ça m'a paru intéressant. Et une des autres choses aussi qu'on peut relever dans toutes ces formes de critique, c'est que la critique, c'est pas juste, quand on fait une critique comme ça, c'est pas juste se plaindre, c'est pas juste geindre. Des critiques qu'on fait envers la communication politique, c'est aussi des critiques proprement politiques, c'est-à-dire des critiques qui vont discuter de la manière dont on gouverne. Je peux te donner un exemple, hein, parce que là, en fait, ça c'était aussi à l'époque où on parlait de la privatisation des SNCF, enfin de la semi-privatisation des SNCF. C'est une personne qui tweet l'État qui a insisté à s'endetter cruellement, qui a insisté auprès de SNCF à s'endetter cruellement à sa place, est en partie responsable de la dette abyssale. Donc là, c'est une critique directement sur des décisions politiques, sur la façon dont on gouverne, parce qu'on retrouve aussi d'autres tweets comme ça qui vont porter sur qui prend les décisions en France. Ce sont les députés qui prennent les décisions, vous faites un sale travail. Donc en fait, la critique de la communication politique, elle existe à deux niveaux, en tout cas tel qu'on l'aperçoit dans cette étude. C'est déjà une critique sur qui prend les décisions en France. Donc là, c'est vraiment une critique sur l'organisation politique, mais aussi une critique sur ces décisions. Elles sont bien, elles sont pas bien, etc. Peut-être la dernière chose qu'on peut relever, c'est que eh bien, les internautes ne sont pas avares en insultes envers le Premier ministre. Donc je t'avais promis, donc j'imagine que tu trépignes d'impatience. Quelques exemples. On sera d'accord avec les exemples ou pas. Mais il y a une personne qui va traiter Édouard Philippe de rigolo. Il y en a un qui va lui dire tu es bidon, un bouffon. Il y en a un qui va le traiter de menteur. Il y en a une autre qui va le traiter de pauvre nul. Et enfin une autre personne qui, moi ça m'a fait rire, qui le traite de premier sinistre. Bon. Moi ça m'a fait marrer personnellement. Donc voilà, sur la réception critique, je pense qu'elle est présente en France. Là d'ailleurs, à l'heure actuelle, je suis en train de mener une enquête en indépendant sur la communication politique. J'interroge des gens sur ce qu'ils pensent de la communication politique. Et oui, majoritairement, bon, j'en suis qu'à 16 personnes interrogées, c'est pas encore assez, mais en tout cas, majoritairement, il y a une critique de cette communication. Et pour continuer là-dessus, sur la critique de la Compo, tu parlais des Gilets jaunes. Est-ce que, en fait, tu penses que le mouvement des Gilets jaunes, il crée une rupture dans la réception critique de la communication politique? Dans le sens où, dans les manifs Gilets jaunes, enfin, il y a un paquet de slogans qui visent directement les mensonges et les manipulations politiques, quoi, tu vois. Et ça, est-ce que il y a une vraie rupture ou on trouve quand même une certaine continuité Excusez-moi. N'étant pas un sociologue des mouvements populaires, j'aurais du mal à dire définitivement c'est une rupture, c'est une continuité, d'autant plus que je me suis intéressé bien sûr aux Gilets jaunes, mais pas en détail. Dans la ville dans laquelle j'habite, en plus, les Gilets jaunes, c'était plutôt des mecs d'extrême droite, donc pas que, hein, mais plutôt. Donc, raison de plus pour moi de ne pas m'y pencher beaucoup. Même si, attention, quand je dis ça, je reprends pas du tout le discours qui consiste à dire les Gilets jaunes, c'est des pédophiles, des nazis, des antisémites, de tout ce que vous voulez, hein, mais absolument pas, hein, pas du tout. Mais bon, bref. Je pense que c'est ma pensée qui est potentiellement fausse, que les Gilets jaunes représentent plutôt une marge qui, à mon sens, est de plus en plus nombreuse, majoritaire, point d'interrogation, je sais pas, mais en tout cas une marge de plus en plus nombreuse, une frange plutôt de la population qui en a marre de la communication politique, mais plus encore, qui en a marre de l'organisation politique. Parce que s'il y a bien une rupture qui est marquée, et qui, pour le coup, je peux le dire sans risque, c'est que la rupture, elle est vis-à-vis, dans les Gilets jaunes, vis-à-vis de l'organisation politique. Parce que quand vous prenez
une démocratie directe, c'est plus qu'une critique de la communication politique, c'est une critique sur l'organisation politique. C'est l'expression, c'est peut-être pas un ras-le-bol, mais d'une volonté de changement vis-à-vis de la démocratie représentative. Donc le mouvement des Gilets jaunes, c'est plus que ça, quoi. C'est plus qu'une rupture ou une continuité ou autre vis-à-vis de la réception critique de la communication politique. C'est une rupture ou une continuité, mais à mon avis, c'est plutôt pas une continuité, je veux dire une rupture ou un changement vis-à-vis de ce que veulent les citoyens et les citoyennes par rapport à l'organisation politique. C'est plus radical. Ah oui, oui. Ok. On avait une autre petite question à te poser par rapport aux prises de parole publiques des politiciens. En fait, on a l'impression, et c'est aussi ce qui est ressorti quand on a lu tes articles sur ton blog, c'est que ces hommes politiques sont incapables de présenter publiquement leurs excuses ou d'objectiver publiquement leurs erreurs. Est-ce que tu peux expliquer si c'est vrai et pourquoi? Alors c'est vrai, je pense que c'est plus que vrai. J'ai parlé d'un variant et d'impératif plus tôt là dans l'interview, dans l'entretien. Mon Christian Lebart, je m'appuie sur ses travaux qui sont assez intéressants là-dessus. C'est d'un tout petit livre qu'il a écrit qui s'appelle Discours politique, je le dis pour ceux que ça pourrait intéresser, que je vous conseille de lire. Et en fait, il parle d'un invariant qu'il appelle, c'est l'incapacité en fait, pour un homme ou une femme politique de se dire pas en mesure de maîtriser la société. C'est-à-dire que dans un discours politique, on est obligé de mettre en avant que on maîtrise. On contrôle. Voilà, on contrôle les phénomènes sociaux, enfin, c'est au sens large d'ailleurs, hein, c'est la finance, l'économie, l'insécurité, le terrorisme, j'en sais rien tout, quoi, l'écologie. Il y a un petit côté magique, pensée magique quand même. Ce côté presque vieux chaman, quoi. Je maîtrise les forces de la nature, les forces sociales. Et il y a cette croyance-là, et elle est forte. Je vais vous prendre un exemple, mais qui est archi classique, qu'on utilise assez souvent, d'une personne qui a osé en politique reconnaître que l'État n'était pas capable de tout faire, c'est Jospin. Je ne sais pas s'il faut que je vais le préciser quoi qu'il arrive. Donc c'était la fin des années 2000, toute fin des années 2000, en 98 ou 99. En gros, Jospin dit l'État ne peut pas tout. Parce que je crois que c'était une usine Michelin qui allait fermer. Et donc il est interpellé sur la question, il dit bah oui, l'État ne peut pas tout. Et apparemment cette reconnaissance honnête, véritable, que oui, l'État ne peut pas tout, donc que les personnes qui travaillent au nom de l'État font des erreurs, ça lui aurait coûté son élection en 2002. J'en sais rien. En tout cas, c'est clair que, à mon sens, c'est rare de voir un professionnel de la politique faire preuve d'honnêteté sur cette question. Oui, l'État peut pas tout. Pourquoi ? Comme je viens de l'indiquer, l'État, ce sont des femmes et des hommes. Et par nature, l'être humain est faillible. Donc, l'État est forcément faillible. Je veux dire, c'est quasiment une équation, quoi. État représenté par être humain étant faillible. Je sais plus comment on appelle ça, c'est une figure rhétorique. Ouais. J'ai oublié ça. Bref, c'est ça. Ça me paraît pour le. Pardon ? C'est un syllogisme. Oui, c'est ça, merci. C'est un syllogisme. Voilà. Je vois que tu es moins atteint par le confinement que moi, tu arrives à te souvenir. Non, mais j'ai une liste juste là de figures de style. D'accord. Tu vas perdre ta caution parce que tu as tagué le mur. Mais du coup, c'est cette idée-là que, effectivement, ils ne peuvent pas reconnaître leurs erreurs. Moi, ça me fait penser à deux choses là, immédiatement. C'est peut-être que c'est un peu de notre faute en tant que citoyen. Peut-être qu'on en entend trop de la part des professionnels et de l'État. Est-ce que d'ailleurs on se condamne pas nous-mêmes à une espèce d'impuissance politique en cherchant sans cesse à ce que ce soit l'État et ses représentants qui soient capables de régler, de gérer la situation? Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans cette logique de se laisser juste ce petit rôle de récepteur en disant nous on fait pas de politique, on vous laisse le truc, donc c'est à vous de le faire. On s'infantilise en fait. Ouais, c'est infantilisant, ouais. Et la deuxième chose, c'est là du coup c'est une critique de l'État, c'est si l'État est faillible au final. Pourquoi est-ce qu'on lui accorde tant de pouvoir ? Pourquoi est-ce qu'on accorde tant de pouvoir à des personnes qui peuvent reconnaître comme ça qu'elles ne peuvent pas tout faire ? Alors oui, souvent quand je dis ça, parce que ça m'arrive d'en parler, rarement ça m'arrive d'en parler, c'est on me dit oui mais il y a toujours la sanction des élections.
Enfin, je veux dire, c'est quand même une excuse de débile, ça. S'il faut attendre qu'il y ait une élection pour, on va dire, une personne qui gouverne, tu n'es pas très doué, tu fais des erreurs, voire tu nous mets en danger, comme on prend la gestion du coronavirus, sur certains trucs, comme la pénurie de masques, il faudrait qu'on puisse virer ces personnes-là, parce que là, elles ont fait preuve d'une incompétence telle qu'on ne peut pas garder des personnes comme ça au pouvoir. Oui, mais on n'a pas les moyens de les sanctionner. Ah bah oui, oui. Euh, on pourra revenir sur la sanction, mais effectivement, là, pour moi, la sanction des personnes qui gouvernent, c'est indispensable si on veut vraiment vivre en démocratie. Non, on peut d'ailleurs, cette sanction, on pourrait même la porter sur les discours en eux-mêmes, c'est-à-dire si vous mentez, si vous vous trompez, si vous dites une grosse bêtise et que ça coûte cher derrière, et notamment en vie humaine, Agnès Buzyn qui dit vous inquiétez pas, c'est pas grand chose, et puis qu'après qui va nous dire un espèce de mea culpa foireux, oui ben en fait j'avais tout vu, j'avais tout anticipé, j'avais lu dans ma boule de cristal ou dans le mar de café. Non mais elle se fout de la gueule du monde, je veux dire comment est-ce qu'on peut honnêtement arriver à se dire non mais ça va passer, ça va le faire. Si je dis en fait que j'avais vu que c'est plus de ma faute maintenant, ça va le faire. Bah non, t'es une incompétente première et t'es dangereuse en fait. Ça c'est mon avis. Hein. Et donc toi, ce que j'ai aussi vu sur ton blog, c'est que tu appelles à multiplier la violence symbolique envers ce genre de, de comportement communicationnel, quoi. Ouais, je pense que c'est un des outils qu'on a qui est important pour fédérer en fait, parce que tout va bien. Je- ouais, c'est chez moi, donc effectivement, il faut que je refasse le geste barrière. Je pense que la moquerie fédère un groupe, et c'est une dynamique qu'on peut considérer assez dégueulasse quelque part, qui consiste à dire quand on se moque d'une personne et que cette moquerie et que le rire est diffusé dans un groupe, et ben la personne va se sentir très mal forcément, mais les gens qui vont partager le rire vont partager quelque chose de collectif, même si c'est aux dépens d'eux. Alors bien sûr, le faire au quotidien, c'est un peu dégueulasse, parce que se foutre de la gueule constamment des gens comme ça, c'est pas très propre. Mais le faire vis-à-vis de personnes qui ne se privent pas de se foutre de notre gueule par ailleurs. Hein, on prend les insultes de Sandan, d'écervelé ou je sais pas quoi, d'illettrés de Macron et de Hollande. Donc, je veux dire, c'est pas des gens qui manquent d'imagination quand il s'agit de nous prendre pour des débiles et nous manquer de respect. Donc je vois pas sur quel principe nous on devrait les respecter. Mais là où je pense que politiquement ça a un sens, le recours à la violence symbolique, c'est justement pour fédérer un mouvement. Il ne faut pas se contenter justement de rester dans une dynamique qui consiste à juste se moquer et s'arrêter là. Il faut que la moquerie puisse nous rassembler. Quelque part, la moquerie, ce ne sera pas juste dire vous êtes naze, etc. ou reprendre la métaphore de l'orchestre pour dire vous êtes des mauvais flûtistes ou j'en sais rien. Mais se dire que oui, il existe peut-être quelque part dans la population, même pas peut-être, c'est plutôt sans doute, un ras-le-bol vis-à-vis de l'organisation politique et qu'on peut essayer de s'organiser pour demander autre chose. Et la moquerie, c'est pour moi le premier pas qui peut permettre une organisation citoyenne. En tout cas, une espèce de reconnaissance qu'il existe vers telle et telle personne un ras-le-bol et que ce ras-le-bol est partagé, qu'on peut ensuite essayer de mettre en œuvre les moyens pour. Mais bon, là, je suis vraiment dans la théorie et dans l'utopie quasiment parce que on nous donne pas vraiment beaucoup de moyens d'exprimer, quoi, de nous exprimer, quoi. Pourquoi les démentis font toujours moins de bruit que les mensonges? Tu vois? Ouais. Pourquoi, en fait, il y a un homme politique qui va dire une grosse connerie, on va tous s'affoler et peut-être 2-3 jours plus tard, il y aura un petit démenti dans une petite tribune de 5 lignes en page 46 de je sais pas quel journal, et finalement, on a l'impression que les démentis font moins de bruit que les mensonges. Bon, je pense que c'est une trop bonne question pour que je puisse y répondre comme ça d'emblée. Même si pour faire preuve de transparence, tu m'as fourni les questions en avance, mais j'ai beaucoup réfléchi sur cette question. Et c'est vrai qu'en l'état, j'ai pas beaucoup d'éléments de réponse parce que je me demande, est-ce que c'est parce que les médias s'en foutent? Oh, il s'est excusé, c'est moins important que la connerie qu'il va dire aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que les professionnels de la politique se font discrets, c'est-à-dire qu'ils disent, on va démentir, mais attention, hein, toi les Échos, toi Le Monde, je te fournis mon démenti, mais si tu me mets ça en première page, t'as plus le droit des interviews pendant plusieurs mois. Peut-être, on sait pas, peut-être que ça se négocie comme ça. Mais je pense que cette question, en fait, elle est liée, je pense, à la précédente, qui consiste à dire qu'on n'aime pas, quand on est un professionnel de la politique, se dire incapable, on n'aime pas reconnaître ses erreurs. Donc, forcément, dans ce cas-là, de façon logique, reconnaître ses erreurs,
Donc démentir ce qu'on a pu dire précédemment, bah oui, bah forcément, ce serait un peu con. Mais on peut prendre un exemple récent de ça, qui qualifie en fait même la posture d'un professionnel de la politique par rapport à son propre discours. 28 mars, donc samedi 28 mars, assez récent du coup, Édouard Philippe, il dit la chose, dans une interview, il dit la chose suivante. Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de savoir si c'est vraiment une erreur d'avoir confiné mi-mars, ou début mars, ou début février, enfin j'en sais rien, comme j'ai dit, je suis pas épidémiologiste, donc je sais pas. Mais en tout cas, ça vous indique quand même clairement la position du bonhomme. Il n'a pas envie de discuter avec vous. Qu'il ait raison ou tort d'ailleurs, c'est même pas la peine de discuter avec lui. Il s'est planté ou pas, il s'en fout. Vous ne discutez pas avec lui. Alors oui, peut-être que c'est un discours de crise et que pour le coup, il est en train de dire arrêtons les polémiques et concentrons-nous sur la gestion du coronavirus. Mais pour moi, c'est assez révélateur de à quoi peut correspondre la position, la vision d'un professionnel de la politique vis-à-vis de son discours. C'est ce que je disais, il y a un petit côté un petit peu magique. Je sais, je maîtrise les choses, ne me remettez pas en question. Quand un magicien fait sortir un lapin de son chapeau, on le remet pas en question. On va pas lui dire non mais il y a un truc qui va pas, etc. On est juste un peu comme ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on imagine le public. Et là, pour le coup, Édouard Philippe, il est un peu dans cette posture magique, j'ai l'impression, qui consiste à dire on a pris des décisions, on a des communications, ne nous remettez pas en cause. Voilà. On est un peu dans le mythe de la... Comment on pourrait l'appeler? Ça serait le mythe de la puissance des hommes politiques et de leur capacité à dire le vrai en simplement en le disant en fait. Oui, bah, ça c'est la toute puissance de la pensée, hein, telle que les psychanalystes et Freud en particulier ont pu la décrire, c'est-à-dire ce qui existe chez les enfants, c'est l'idée que parce que je le pense, ça existe. Mais là, je sais pas si Édouard Philippe est un gamin dans sa tête ou si c'est juste un mec qui prend bien le costume de représentant de l'État et qui a pas envie d'être remis en cause. À mon avis, c'est plutôt la deuxième. Enfin, je prie fortement parce que s'il a vraiment la mentalité d'un enfant de 5 ans, ça serait un peu dangereux quand même. Je pense que c'est tout simplement une personne qui a très bien compris ce que son rôle lui permettait de faire, qui a très bien compris que son discours avait un poids, qu'il y avait toute la légitimité de l'État avec lui et qu'il pouvait se permettre des trucs que moi je peux pas me permettre. Si par exemple là dans l'échange qu'on est en train d'avoir, t'es pas d'accord avec moi, je te fais chut, chut. Les gens vont juste penser que je suis un connard. Voilà, mais alors que là, lui, il intervient comme ça, c'est un premier ministre, vous discutez pas avec moi. Et puis si tu veux discuter avec lui, t'essaies de le rattraper par l'épaule, t'as son service de sécurité qui va te péter la gueule, quoi. Enfin, je schématise, je caricature un peu, mais voilà, Ouais. on a une position claire, quoi. Ne discutez pas avec moi. En fait, leur parole est sacralisée tout autant que leur personne physique, quoi. C'est un peu ça. Ah bah oui, 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 je pense qu'il y a la pensée chez eux, un narcissisme certain, qui consiste à dire ma personne compte quand même beaucoup. Si j'en suis là, c'est pas pour rien. Et après, je pense qu'on peut remercier ici pas mal d'agiographies ou de portraits dithyrambiques qui sont faits dans la presse, qui consistent à dire qu'ils sont brillants, que par exemple Macron, c'est quand même un truc qu'on a souvent entendu, alors que le mec, je crois qu'il a échoué 3 fois à son concours d'entrée à l'ENA, ou quelque chose comme ça. Donc le décrire comme un type brillant, déjà rien que sur le point de vue des études, échouer 2 ou 3 fois un concours, c'est pas un signe de brillance normalement. Enfin, à moins qu'il soit tellement génial qu'il soit en avance sur son temps et que du coup, bah voilà, c'est le malheur des génies, quoi. De pirouette en pirouette, ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes. Ah oui, oui, ça c'est. On peut pas leur enlever un manque de souplesse. Ils arriveront un petit peu à louvoyer pour passer, quoi. J'ai une dernière petite question là qui m'est venue comme ça que je t'avais Oh mon dieu. pas dit à l'avance, donc attention. Ouais. Est-ce qu'en fait on pourrait pas faire un parallèle, mais vraiment entre guillemets, hein, et un peu tiré par les cheveux, entre la communication politique actuelle de nos hommes politiques euh, qui prend pas mal de mots à l'envers et qui impose les choses simplement en les disant, c'est ce que tu expliquais, et Ouais. ce que George Orwell écrivait aussi un peu dans 1984 vis-à-vis de la Ouais. novlangue et de la manipulation du langage en fait. Ouais. Bah.
là, il y a deux choses. Il y a une chose que je ne vais pas détailler parce que j'ai déjà évoqué, c'est le fait que la communication en elle-même peut se suffire. Ça peut être une stratégie à part entière. C'est-à-dire que je peux me contenter d'un discours pour gérer une situation, et peu importe s'il ne sera pas en cohérence avec la réalité, peu importe s'il ne sera pas en cohérence avec les discours qui arrivent. Je gère comme ça un petit moment et on n'en parle plus. Mais plus inquiétant, c'est ce que j'ai écrit un petit truc dessus parce que ça m'a quand même frappé, c'est un espèce de rapport pathologique à la réalité de nos gouvernants. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut se demander s'ils n'ont pas. C'est presque une blague comme je le formule comme ça, mais on peut arriver, si on se fie juste à leur discours, à se demander s'ils n'ont pas une véritable maladie mentale, s'ils ne sont pas névrosés ou psychotiques. Parce que au quotidien, ces personnes-là communiquent énormément, que ce soit des discours, que ce soit des interviews, que ce soit des tweets, des déclarations. On a Bruno Le Maire qui donne une photo de son cochon d'Inde sur Instagram. Enfin, c'est une communication, quoi. On a des choses. Et en fait, je vais peut-être devoir revenir pour vraiment préciser ça. C'est que ce qu'on peut comprendre, c'est que la communication politique, elle est forte parce qu'elle contribue à définir le monde. Je m'explique par rapport au contexte qu'on vit. C'est qu'avant que le président dise on est en crise, on l'était pas vraiment. Alors oui, il y avait des spécialistes qui étaient là pour dire. Il a dit on est en guerre même. Ce qui est... c'est, voilà, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que là, on est dans les tranchées face au virus. Donc effectivement, donc avant que le président intervienne et dise que nous sommes en guerre, tu fais bien de le souligner, eh ben, on pouvait se demander en fait. Et ça prouve un truc. Quand je disais par rapport à la raison qui fait qu'on remet pas trop en cause les discours, c'est qu'en nous, même moi, qui suis très acharné à la critique de l'État, qui passe du temps à découdre ces discours pour essayer de les comprendre et de les remettre en question, même moi, je savais pas, en fait, est-ce qu'on est vraiment, est-ce que le coronavirus, c'est si grave que ça? Et jusqu'à que ce soit l'État, par l'intermédiaire de son président, qui intervienne. Donc ça nous montre quand même la force de cet État-là. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que en France, j'imagine dans les autres pays, bon, comme je dis, je vais rester en France, un représentant de l'État est capable, par sa communication, de construire la réalité. Okay, et qu'en conséquence, ce discours, cette communication, ça porte quand même une forte responsabilité. Quoi. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'une Agnès Buzyn qui vient vous dire ensuite, en fait, je savais, mais qui au final a dit que c'était pas si grave, pour moi, c'est scandaleux. C'est vraiment extrêmement dangereux. Sauf que je vais nuancer quand même ce que je dis pour que je sois bien compris et qu'on m'accuse pas de rentrer dans une philosophie un petit peu radicale. C'est-à-dire que quand je dis que le réel est construit, je fais du constructivisme. Le constructivisme, c'est une théorie, une idée qui exprime que la réalité est construite socialement et que contrairement du coup au positivisme, il n'y aurait pas une espèce de réalité, une objectivité qui flotterait un petit peu dans l'espace et dont on pourrait se saisir et du coup on n'aurait pas de point de vue, on ferait juste que décrire les situations. Donc je ne vais pas tomber moi dans le piège du constructivisme radical, c'est-à-dire un constructivisme qui considère que la réalité n'existe que en tant qu'elle est construite socialement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité aux alentours. Là, si je vous prends un exemple par rapport au Covid, il y en a un qui s'est mangé la réalité puissance 2000 quand il a voulu l'ignorer, c'est Boris Johnson, Premier ministre britannique, qui vous dit le Covid, c'est pas très grave. Le mec, il a failli laisser sa peau. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il a été en soins intensifs pendant plusieurs jours. Il me semble qu'il en est sorti. Mais voilà, donc lui, la réalité qu'il a voulu construire, c'est une situation où c'est pas grave. Il a failli claquer. Donc tout ça pour dire qu'il vaut mieux avoir ce que j'appelle une posture cul entre deux chaises. C'est-à-dire à la fois, oui, la réalité, il faut qu'elle soit construite par nos mots, par nos valeurs, par nos visions. Mais à la fois, il faut aussi se dire que cette réalité, elle a une indépendance vis-à-vis de ce qu'on est capable de construire. Donc je reviens du coup au rapport pathologique à la réalité, en vous donnant un exemple précis par rapport à ce qui, à mon avis, a l'air maladif dans les discours des présidents, du président, des ministres et des professionnels de la politique, tant parfois ils semblent en déconnexion totale avec cette réalité-là, quoi, avec la réalité que nous, on peut vivre. Je vais prendre un exemple en dehors du Covid. C'est une déclaration de Macron fin janvier. Et en fait, c'était une déclaration dans laquelle Macron disait aux Français d'arrêter de pleurer parce qu'on se plaignait trop et qu'on vivait en dictature. Je vais vous lire la déclaration pour que vous compreniez. Macron dit je mets pas les tons, les intonations, etc. J'ai pas envie de l'imiter.
Mais aller en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. La dictature, elle justifie la haine, la dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence, la haine à combattre. Mais pour moi, cette citation, elle illustre à merveille le rapport pathologique que nos professionnels de la politique ont avec la réalité. Première chose, je prends 2 extraits, vraiment. Quand Macron dit « un régime où une personne ou un clan décide des lois », il faut être con pour ne pas comprendre qu'en France, ce sont des clans qui prennent des députés. Bon, c'est peut-être pas des clans strictement, mais c'est quand même une oligarchie, c'est un groupe qui gouverne. Une plutocratie, disons. Ouais, ça c'est plutocratie, c'est les gens qui ont du pognon, mais les gens qui ont les moyens de s'acheter, de faire du lobbying, ou les moyens de s'acheter directement par les différentes procédés de lobbying, ou de, je sais pas moi, filer du fric pour acheter un homme ou une femme politique, oui, mais Tu peux le dire. en fait je cherche le mot, c'est pas... Pardon ? Corruption. Merci, et corruption. J'hésiterai jamais à dire qu'il y a des gros problèmes de corruption en France. D'ailleurs, on aurait bien besoin d'un truc qu'ont fait les Italiens dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est l'opération main propre, manipulité. En gros, ils ont dit « Putain, vous êtes vraiment horrible, hein. Va falloir qu'on nettoie tout ça ». Et en fait, ça a consisté à attaquer toute la corruption de l'organisation politique en Italie. Je pense qu'on aurait vraiment besoin de ça en France. Mais bref, admettons qu'on donne raison à Macron sur ce point, qu'il n'y a pas de clan, strictement de clan, ça devrait dire un clan de famille, un clan d'argent, qui décide des lois en France, parce qu'on a des députés qui représentent le peuple, admettons. Mais le mec, est-ce qu'il a oublié qu'il a utilisé le 49.3 pour gouverner ? Le 49.3, qu'est-ce que c'est ? Sinon qu'une violation totale de la démocratie représentative dans ce cas-là, c'est-à-dire arrêtons de discuter, stop, 49.3, ça passe, point barre. Donc le mec déjà se contredit entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Deuxième chose, c'est quand Macron dit que la démocratie c'est l'interdiction de la violence. Si on le suit sur le point, on n'est pas en démocratie. Je ne suis pas sûr, en voyant les manifestations, que la violence ait été interdite. J'ai interrogé un membre de la police récemment par rapport à la communication politique et qui lui se disait complètement scandalisé de la manière dont les manifestations étaient gérées, qui a lui participé à des opérations de maintien de l'ordre avec les CRS et il m'expliquait que normalement les CRS sont formés pour éviter ces débordements-là. Il m'expliquait par exemple que dans les manifestations, les CRS laissent toujours une porte de sortie aux gens, jamais ils n'encerclent. Et là, ce qu'il m'expliquait, ce qu'il scandalisait, c'est qu'il voyait dans les manifestations les policiers ou les CRS encercler les manifestations et les manifestants et ne laisser finalement aucune porte de sortie. C'est-à-dire finalement les gens qui restent sont là pour se mettre sur la figure avec les CRS et les flics, et ceux qui n'ont pas envie, ils sortent. Sauf que là, il n'y a plus de porte de sortie, donc forcément les gens restent. Donc là, il y a un souci. Mais on peut prendre un exemple pour moi qui prouve que Macron encourage, en tout cas ferme les yeux sur l'utilisation de la violence, c'est ce sombre personnage qui est l'Allemand, le préfet de police l'Allemand. Bon, sans mauvais jeu de mots sur son nom de famille, je m'abstiendrai, mais le mec, c'est un sadique de première catégorie. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Moi, je pense que... je vais m'arrêter, petite blague sur l'Allemand, mais si l'Allemand était un chien, ça ferait longtemps qu'on aurait dû le piquer. Parce que le gars, il est en roue libre totale, quoi. Et donc, le 17 mars, donc le 16 mars, annonce du confinement. Le 17 mars, l'Allemand est interrogé, il est dans la rue, etc. Il est interrogé par, je sais pas quelle presse, quel média. Et le mec dit ceci. Bon, encore une fois, je n'imite pas sa voix, mais il faut imaginer que je parle comme un type qui tabasse des chiots, qui mange des grands-mères, quoi, un mec violent, quoi. Il dit il y a d'autres endroits dans Paris où malheureusement les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite, si jamais les explications pourtant parfaitement claires du gouvernement n'étaient pas arrivées aux oreilles de tous. Donc il semblerait, j'en sais rien, mais il semblerait qu'effectivement dans certains endroits dans Paris, mais encore une fois je sais pas trop, peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, il semblerait que ça soit pas respecté. Sauf que le mec dit ça fait même pas 24 heures que le confinement a commencé. S'il te dit ça au bout de 3 semaines, ok, le cas c'est un violent, mais peut-être qu'il a pu constater qu'il y a des débordements. Sauf que là, ça fait pas 24 heures. Et c'est là que ça pose problème. C'est-à-dire que le mec, il est déjà dans la disposition, il bave.
Il est déjà dans la disposition, il se dit je vais pouvoir cogner du pauvre, je vais pouvoir cogner du fils d'immigré. Donc c'est pour ça, pour revenir par rapport à ce rapport pathologique à la réalité, c'est que les professionnels de la politique ne se rendent pas compte que des fois ils racontent des trucs mais qui sont complètement déconnectés de la réalité. Ils se contredisent eux-mêmes et se tirent une balle dans le pied. Je sais pas si j'ai besoin de donner d'autres exemples, je sais pas si c'est clair, mais... Non, bah, mais de toute façon, oui, ça fait un bout de temps qu'on remarque qu'ils sont complètement détachés et qui se rendent pas compte des réalités du terrain, ouais, comme tu dis. Mais ouais, ça vient aussi de leur. Ça vient aussi du milieu social dans lequel ils ont été élevés, dans lequel ils ont grandi. Enfin bref. Non, mais c'est une remarque qui est très juste. On pourrait se demander si... Et c'est pour ça que il existe un débat qui a l'air un peu en fond chez les intellectuels qui s'intéressent à la vie politique, c'est de savoir si c'est intéressant de psychologiser, c'est-à-dire de s'interroger sur la psychologie des gens qui nous gouvernent. Moi, je suis absolument convaincu qu'il faut le faire. C'est-à-dire, il faudrait mener des études en profondeur sur la psychologie des gens qui sortent de l'ENA, qui sortent des grandes écoles, qui deviennent des hauts fonctionnaires, des gens qui nous gouvernent, pour savoir ce qui motive ces gens. Et si on se rend compte que chez ces personnes, il existe cette croyance vraiment encastrée, présente, déterminante que ce sont des élites, et que par principe, elles ont raison, et que en conséquence, on n'a pas vraiment à les contredire, même si on est en démocratie. Donc le peuple est soi-disant souverain, mais entre parenthèses, un souverain qui donne son pouvoir, c'est un souverain qui est un peu con, mais bon, je ferme cette parenthèse. Si on se rend compte de ça, on peut peut-être aussi se rendre compte que soit on change complètement d'organisation politique, soit il faut aussi faire tout un travail d'éducation de nos élites pour les faire redescendre un peu, parce qu'il y a un souci. Je ne sais pas si tu as encore une question, mais il y a un truc sur lequel j'aimerais finir. Peut-être que ça va être un peu long, l'interview, mais je suis désolé, mais c'est parce que j'ai beaucoup critiqué. Et quand on fait de la critique comme ça, généralement, la critique de la critique qui arrive, qui est une critique d'idiot utile, mais qui a parfois quand même son utilité, malgré tout, qui consiste à dire, oui, mais toi, si tu critiques tant que ça, t'as peut-être des solutions. Eh ben, tiens, tu fais bien d'en parler, j'ai des solutions. Je fais moi-même la discussion, ça c'est le confinement. Bah, je peux te la si tu veux, je te la pose, et au montage, ça fera genre que c'était moi qui te l'ai posée. Ouais. Mais dis-moi, Mathieu, tu critiques, mais tu proposes rien en fait. Mais merci de poser la question, parce que c'est effectivement quelque chose qu'on peut reprocher à une personne comme moi qui va faire beaucoup de critiques. C'est vrai, tu as très bien joué le rôle qui consiste à dire c'est bien de critiquer, mais il faudrait peut-être proposer des solutions. Donc j'ai imaginé des solutions, enfin j'ai imaginé. Je vais pas trop me passer de pommade dans le dos, mais j'ai pensé à des solutions par rapport à ce que j'ai pu lire, par rapport à ce que d'autres personnes ont proposé, par rapport à ce qui a été fait historiquement. J'ai donné des petits noms à ces solutions, faudra me pardonner ce petit côté, je fais un petit baptême des solutions que j'offre, mais en fait, plusieurs types de nouveaux types de communication qu'on pourrait imaginer qui comblerait en fait les défauts. Oui. Elles sont sur ton blog, ces propositions? Ouais. Donc peut-être que tu les connais déjà en avance. Non. Je vais les découvrir. Fabuleux. Un peu de mystère. Du coup, la première solution, c'est ce que j'ai appelé une communication, enfin ce qu'on pourrait appeler une communication d'accompagnement. C'est-à-dire, plus de promesses. On promet rien. Si on communique, c'est qu'on a fait quelque chose ou qu'on va faire quelque chose. Donc je vais donner à chaque fois parce qu'il y a des problèmes à ces solutions, forcément. Il n'y a pas de solution parfaite. Donc le problème évident, à mon sens, de cette solution, c'est est-ce qu'on ne serait pas un peu dans une dictature de l'action? C'est-à-dire, on fait. On n'annonce jamais rien, un truc qui va probablement être fait. Non, on fait. Si on fait, on communique. Mais il y a certains secteurs au niveau du gouvernement où ne pas faire, c'est primordial. Typiquement, la diplomatie. En diplomatie, quand vous menacez un autre pays, heureusement que vous le faites pas. Enfin, si vous dites on va vous sanctionner économiquement ou on va vous envoyer des bombes sur la figure, et si c'est une communication d'accompagnement, il y a du conflit constant. Donc il faut quand même laisser des marges de manœuvre. Donc forcément, cette solution, elle a ce défaut-là, mais ce défaut n'est pas trop gros. À mon avis, on peut prévoir des exceptions comme la diplomatie. Une autre solution, ça pourrait être la communication que j'ai appelée information neutre. C'est-à-dire, on éviterait tout recours à la séduction. Ce serait en quelque part un travail, un authentique travail de journaliste à partisan, si tant est que ça existe, mais en tout cas un authentique travail de journaliste à partisan. On relaie une info sans la commenter. Alors par contre, cette solution, elle a quand même deux problèmes. Et un qui n'est pas des moindres.
Ça impliquerait d'avoir déjà des institutions complètement indépendantes de l'État ou des partis politiques ou des professionnels politiques qui fourniraient ces fameuses infos neutres. Ouais, un Parce genre que de... un genre d'AFP politique, quoi. Ouais, mais même l'AFP fait quand même pas mal de conneries de temps en temps, a été pris en flagrant délit de commentaires politiques déguisés ou volontaires ou pas. ouais. Parce on peut me dire, bah oui, il y a l'INSEE déjà. Ah oui, sauf que l'INSEE, son calcul de l'inflation est quand même pas mal remis en question, sans parler de son calcul du chômage. J'exemplifie, je détaille l'exemple peut-être juste du calcul du chômage. C'est que quand l'INSEE fournit des chiffres pour calculer le chômage, est-ce qu'elle prend en compte les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire que les gens qui font effectivement une demande d'emploi, ou est-ce qu'elle prend en compte tous les gens qui n'ont pas de travail? Vous connaissez la réponse. Elle prend en compte que les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les gens qui ont été rayés de Pôle emploi pour une raison ou pour une autre, ou qui ne peuvent pas faire une demande d'emploi parce ils sont sortis en fait du travail. Ces personnes en ont marre, elles sont fatiguées ou j'en sais rien, bref, elles ont plus le courage de chercher du travail. Ces personnes-là, elles ne rentrent pas dans le calcul du chômage. Donc vis-à-vis de ces institutions indépendantes entre guillemets, je dis entre guillemets parce que l'actuel directeur de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier, a travaillé dans un cabinet, notamment le cabinet du ministre de budget d'Éric Woerth, si je dis pas de bêtises. Donc l'indépendance, on se demande où elle est quand même, hein. Mais bref, cette communication d'informations neutres, elle a ce problème-là. C'est comment est-ce qu'on fabrique une information neutre? On pourrait même se dire, est-ce que c'est seulement possible d'avoir une information neutre? Moi, j'y crois pas. Ouais, moi, je crois pas non plus. Donc à partir de là, bon, c'est des solutions, hein. Étymologiquement, informer, ça veut dire donner une forme. Voilà, oui. Donc effectivement, à partir de là, on construit quelque chose. On en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au constructivisme. Quoi qu'il arrive, la réalité, on doit la construire, même si toute cette réalité ne se résume pas à la construction. Mais après, ça peut être un idéal auquel on tend. Oui, ça peut être un idéal, mais du coup, j'ai envisagé une autre solution qui pourrait contrer en fait directement ça. Ce serait une communication nommée. C'est-à-dire que quand on fait une opération de séduction, quand on fait une opération de manipulation des chiffres, on explique tout ça. Plutôt que d'avoir un discours qui consiste à dire le chômage c'est ça, on va privatiser machin parce qu'en fait ça va nous rapporter tant. Là on explique qu'on n'est pas sûr. C'est quelque part c'est un peu une opération scientifique là pour le coup qui consiste à dire j'ai des doutes, ce que j'ai fait pendant l'interview, j'ai des doutes, je suis pas sûr, j'ai expliqué ma méthode, etc. Ou tout simplement dire bah ouais là je vais vous vendre du rêve, là je vais vous décrire une utopie donc croyez-moi ou pas sur parole, mais en tout cas voilà, je suis pas en train de vous dire ce qui est en train de se passer. Donc là le problème il est évident. C'est que si les professionnels de la politique ils acceptent ça, ils se tirent une balle dans le pied. Toute cette compétence qu'ils possèdent et qui leur permet de se mettre en avant, c'est-à-dire la capacité à nous faire prendre des vessies pour des lanternes, à déguiser leur subjectivité derrière de l'objectivité fausse pour nous décrire des choses qui les intéressent, ça serait un changement de mentalité radical et qui ne leur bénéficierait pas. Donc je pense que c'est une solution qui serait difficilement à mettre en place. Ils le feront pas d'eux-mêmes, quoi. Donc en fait, est-ce que... Faut reprendre aussi tout à l'heure ce qu'on disait sur les gilets jaunes, mais pour changer réellement de communication politique, il faut forcément passer par une remise en question de l'organisation politique, quoi. À mon sens, oui. Tu peux avoir des micro-changements, enfin pas des micro-changements, mais des changements dans la communication politique. Je vais donner une solution qui correspondra à ça. Mais si on veut vraiment changer radicalement la communication politique, et je viens de gueuler radicalement dans le micro, mais c'est pas grave, c'est pour insister que vraiment il faut le changer radicalement, ça passera par un changement de l'organisation politique. Et là on va comprendre que si on met en œuvre la solution suivante, c'est un changement de l'organisation politique. L'autre type de communication qu'on pourrait imaginer, c'est la communication contraignante. Ça voudrait dire que si je dis quelque chose dans mon discours, je m'engage. Si je parle d'une action que je vais faire, c'est que je vais la faire. C'est un peu lié au premier type de solution, mais ça voudrait dire aussi que quand je dis que le coronavirus c'est pas très grave, je le pense vraiment. C'est contraignant, quoi. Je peux pas mentir, je peux pas trafiquer, je suis contraint. Mais là on le voit le problème. Enfin en tout cas déjà l'avantage selon moi de ces solutions, ça permettrait qu'il y ait beaucoup moins de communication parce qu'ils seraient obligés de réfléchir à 2 fois avant de l'ouvrir. Ça nous ferait pas de mal, hein, je pense. Mais le problème, c'est que ça reviendra à mettre en place ce qui ressemble un petit peu à un mandat impératif. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu es familier de cette solution, mais ça consiste en fait à
à dire en tant que représentant, j'ai un mandat et ce mandat, il a été déterminé par les personnes qui ont voté pour moi et ce mandat, il est impératif dans le sens où je dois le respecter. Mais ça, c'est quand même un gros changement dans l'organisation politique. D'ailleurs, J'ai des comptes à rendre, c'est ça, à la sortie. Voilà. Exactement. Même non, pas à la sortie. J'ai des comptes à rendre constamment. C'est-à-dire que quand Macron dit je bougerai pas à l'âge de départ à la retraite dans son programme, mandat impératif, il est élu, il peut pas le faire. Là, il est en train de le faire. Donc normalement, là, si on suit cette communication contraignante, il pourrait pas le faire. Si on suit le mandat impératif, il ne pourrait pas le faire. Et d'ailleurs, c'est là qu'on comprend que je suis pas juste dans un délire, je sais pas moi, fantasmatique de contrôle des reptiliens, genre des Illuminati. On pourrait dire, mais ce mec est farfelu. Les élites qui nous contrôlent, c'est pas non plus tant de contrôle que ça. Elles sont pas si antidémocratiques que ça. C'est que cette question du mandat impératif, dès la fin du XVIIIe siècle, donc à l'instauration de la République en France, on a un affrontement entre ceux qui défendaient une authentique démocratie directe, qui s'appelait les enragés, mais je suis plus très sûr, et une espèce d'aristocratie élective, c'est-à-dire d'un côté ceux qui disent ben nous on veut une véritable démocratie, la révolution on l'a faite, le roi et ses proches nous gouvernaient, on va pas remplacer ce petit groupe qui nous gouverne par maintenant des bourgeois, ça sert à rien, nous on veut une véritable démocratie. Et en face d'eux on avait des gens qui disaient non on veut pas de ça, le peuple est dangereux, le peuple est irrationnel, la plèbe attention. Donc le mandat impératif on n'en veut surtout pas parce que ça voudrait dire que la fameuse plèbe décide avec nous de ce qu'on est censé faire. Une fois qu'on est élu, on aimerait bien avoir une certaine liberté. Donc déjà, fin du XVIIIe siècle, c'est pas très bien pris cette idée. Je doute qu'aujourd'hui ce soit mieux pris. Voilà. Mais on pourrait imaginer par contre une solution qui nous ferait pas sortir de la communication politique, une solution qui pourrait être mise en œuvre sous forme de loi. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la justiciabilité du discours politique. C'est un gros mot, mais très simple à comprendre. C'est-à-dire que quand je suis un professionnel de la politique, si j'ai dit une connerie, si j'ai menti, si j'ai triché, eh ben, je peux être sanctionné. Alors la sanction donnée pénalement, la sanction ne sera pas forcément une sanction peine de prison ou argent, mais ça peut être tout simplement une interdiction à vie, parce que bon, les soi-disant interdictions d'être élu, comme on voit avec Alain Carignon, ancien maire de Grenoble, qui a été pris la main dans le sac pour une affaire de corruption vraiment de grande ampleur, très mafieuse, j'ai envie de dire, qui maintenant se représente. Bon, je ne commenterai pas plus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je serais pour, par contre, une sanction à vie. Donc, si j'ai triché Agnès Buzyn, c'est à vie. Tu vas faire autre chose maintenant. Voilà, par exemple. Je suis très extrême là-dessus, mais je pense que il faut pas se contenter de demi-mesures quand on veut changer quelque chose, surtout quand ça fait plusieurs siècles et qu'on est vraiment dans l'idée que on a une aristocratie, on a une élite, comme on appelle ça aujourd'hui, qui nous gouverne et qui fait les bons choix. Donc, mais ils écriront jamais d'eux-mêmes ces lois-là. Non, je pense pas. Ça par contre, peut-être qu'il peut y avoir un discours citoyen qui porte ça, mais il faut vraiment que ce soit répandu. C'est sûr que si... C'est ce qui est un peu en train de se passer avec la floraison des ateliers constituants. Bah voilà, par exemple. Mais ça encore, il faudrait que ça ait plus de pouvoir. Mais effectivement, il faut que des initiatives locales se multiplient. Peut-être que si on met de plus en plus la pression aux élus locaux, pour que dans leur discours, ils soient honnêtes, ils soient francs, et que s'ils annoncent un truc, ils le font, peut-être que ça va devenir une norme. Mais même par contre, là, je parle d'une solution qui se jaugerait en cinquantaine d'années, je pense. Ben voilà, faut laisser le temps à la société de changer. De toute façon, c'est soit ça, soit on coupe des têtes, pour être honnête. Donc, faut faire un choix dans les solutions, quoi. Bon, peut-être qu'on va s'arrêter là. On avait une toute petite dernière question, Ouais. un peu à la Thinkerview. Tu regardes Thinkerview, tu connais? Ouais, je connais Thinkerview. Je pense que vous leur devez de l'argent pour la reprise de... Thinkerview. Pure coïncidence. Non, est-ce que tu aurais des conseils de livres ou de documentaires pour les gens qui voudraient un petit peu creuser sur ces sujets, sur la communication politique ou autre? Je me permets un mini commentaire très rapide. Je pense que c'est une question qui est très intelligente, puisque me regarder seulement sur YouTube ou d'autres personnes qui ont une pensée critique envers la société, ça suffit pas. Il faut prendre l'habitude de se faire un avis soi-même, et ça va passer effectivement par des lectures ou du visionnage de documentaires. Donc sur le sujet en lui-même de la communication politique, j'ai pris deux trucs qui me semblent bien. Déjà, il y a, à mon avis, je distribue des bons points, mais le meilleur auteur de sciences de la communication, qui est malheureusement décédé, qui s'appelle Yves Delahaye,
qui a écrit un bouquin qui s'appelle Dissonance critique de la communication. Il ne faut pas tout lire dans le livre parce qu'il aborde plusieurs sujets, mais il y a un chapitre en particulier qu'on peut lire. Et quand vous lisez ce chapitre, vous comprenez bien que la communication politique a des objectifs de domination clairs. Et par exemple, rapidement, Yves Delahaye, dedans, il parle de la communication publique. Donc toutes les campagnes qui sont mises en œuvre, par exemple, contre le tabagisme, pour le port du préservatif, etc. Pour lui, c'est une tentative de l'État de trouver des styles de domination efficaces. Voilà. Donc là, quand vous avez quand même un vocabulaire qui est marqué, qui parle de domination, il n'a pas peur de ce mot. D'autres chercheurs de la discipline ont un petit peu peur de l'utiliser. Lui, non. Donc là, je trouve que c'est, à mon avis, une chose intelligente. Après, il y a un article de Bourdieu sur la représentation politique. Donc forcément, c'est Bourdieu. Donc c'est théorique, c'est dense, c'est technique. Mais j'ai trouvé, en tout cas, que sur le plan intellectuel, c'est vraiment riche. En fait, quand vous lisez l'article, vous comprenez mieux les logiques sociales, les questions de crédit, de croyance, de capital politique qui existent dans le champ politique. Vous pouvez comprendre aussi ce que j'ai pu évoquer en fil dans cette interview, c'est le monopole des professionnels de la politique à formuler une opinion. Nous, quand je disais tout à l'heure, peut-être qu'on se confie ce rôle d'impuissance politique en imaginant que ce sont seulement les professionnels de la politique qui peuvent gouverner à travers leur discours, qui peuvent avoir même un discours politique. Donc là, vous comprenez un petit peu mieux ces possibilités-là. Et de manière plus générale, mais qui vont être liées quand même au sujet de la politique, il y a deux choses qui me semblent importantes. La première chose, c'est un ouvrage d'un primatologue et d'un éthologue qui s'appelle Franz de Waal, qui s'appelle Chimpanzee Politics, et ça a été traduit en français, mais j'ai pas le nom en français, mais la politique du chimpanzé, je pense que je suis pas bilingue, mais à mon avis, je dois pas être très loin. Et pour moi, ça a vraiment été un ouvrage fascinant parce que ça permet déjà une chose qui est toujours primordiale, c'est d'opérer un décentrement par rapport à notre nature d'être humain, éviter de penser que on est des êtres absolument fabuleux et dans tout ce qu'on fait, on est unique, quoi. C'est pas le cas. Et en lisant l'ouvrage de Waal, pourquoi c'est fascinant, c'est on se rend compte que les luttes politiques, elles existent aussi chez nos cousins les primates. Enfin, c'est que la première fois que j'ai lu ça, je savais qu'il y avait des choses en commun entre nous, qui sommes aussi des primates, et les chimpanzés et les bonobos, mais quand j'ai lu ça, j'étais vraiment scotché. Je me suis dit, ah ouais, il décrit des stratégies qui sont mises en œuvre par les chimpanzés. Ça permet aussi d'éviter de croire que de partout, les femmes sont contraintes à un rôle d'impuissance politique, parce que même dans une société très alpha-dominante comme les chimpanzés, le mâle alpha est obligé de s'assurer du support des femelles, parce que si les femelles décident de changer leur support, le mâle alpha il va pas durer très longtemps. Donc voilà, c'est quand même pour ça un ouvrage fascinant. Là-dessus, si je peux te couper, j'avais lu que, ça doit être assez approximatif, chez les chimpanzés, quand ils ont une décision à prendre, par exemple, ils ont le choix entre soit aller, aller boire dans une rivière, dans un lac, ou aller chercher des bananes, je caricature. Et donc, ces deux choix qui se valent, ils font deux groupes, ils se séparent, et puis ils voient dans combien ils sont le plus en fonction des envies de chacun, et c'est à la majorité que du coup le groupe minoritaire se rejoint à la majorité, puis ils y vont tous ensemble. Je viens de découvrir ça, c'est possible, c'est possible. Non, mais c'est possible, hein, on va faire encore une parenthèse, cette interview n'en finit plus, mais on a découvert des trucs vraiment pas sur les primates pour le coup, enfin pas pour les singes sans queue comme nous, mais sur les singes à queue, notamment les macaques japonais, on s'est rendu compte que ils avaient un principe d'égalité. Et c'est une expérience que tu as peut-être déjà vue sur internet, c'est-à-dire on demande à deux macaques qui sont dans deux cages différentes de nous donner une pierre, et à chaque fois qu'ils nous donnent une pierre, on leur donne un grain de raisin. Je sais pas si tu as vu cette expérience-là, et en fait, petit à petit, les macaques sont pas cons, c'est une espèce très intelligente, et ils ont vite compris que dès qu'ils filaient un truc, ils avaient le droit à une récompense. Sauf qu'au bout d'un moment, dans l'expérience, un des macaques n'a pas le droit à un grain de raisin, mais il a le droit à un morceau de concombre, à une tranche de concombre. Et donc, en fait, le macaque qui regarde à côté de lui, il se dit « Attends, mais lui, il a le droit à un raisin, moi, j'ai le droit à du concombre. » Tout le monde sait que le concombre, c'est dégueulasse. Blague à part. Mais, donc, du coup, il sent cette inégalité-là. C'est vrai qu'on aurait pu tendance à dire « Mais les animaux, ils s'en foutent de l'inégalité, le traitement, voilà. » Et là, non. En fait, on se rend compte que même chez des macaques, on se dit « Non, mais si lui, il a le droit à ça, moi, j'ai le droit à ça aussi. » Donc voilà, c'est pour ça que moi, je peux que conseiller aux personnes de lire
des ouvrages sur les comportements des animaux, en particulier sur les singes, parce que je les affectionne particulièrement, mais comme ils sont plus proches de nous, ça nous apprend des choses, quoi. Et l'autre... Le coup du... je viens de me rappeler. Le coup des deux groupes de singes qui se divisent et ensuite ils voient dans laquelle ils sont en majorité pour prendre la décision, c'était dans... c'est un petit bouquin qui est pas mal de vulgarisation de la psychologie évolutionniste, c'est Darwin au supermarché. D'accord, je prends note, ça m'intéresse. C'est pas mal. Ok. Ouais, comme quoi on n'est jamais en... On découvre toujours des trucs à lire, c'est ça qui semble fascinant et quelque part des fois un peu terrible, on peut se dire on n'aura jamais fini de lire, mais moi je trouve que c'est absolument génial. Mais bon bref. Peut-être le dernier conseil... Là... Si tu veux arrêter de lire, t'as qu'à te lancer en politique. Qui ça, moi? Ouais, pour arrêter de lire, la meilleure façon d'arrêter de lire c'est de se lancer en politique. Ah tu penses que ouais peut-être qu'effectivement une fois qu'on pense qu'on a bien réfléchi le monde, on peut se dire qu'on peut défendre une idée, mais c'est peut-être, j'espère pas, mais mon avis tu dois pas être bien loin quand tu lis ça. Le dernier conseil que je peux donner, c'est un ouvrage d'un, je sais pas s'il est sociologue ou politologue, bon en tout cas c'est d'un chercheur québécois qui s'appelle Dupuis-Derry Francis, Démocratie, histoire politique d'un mot. Oh, c'est tout simplement nécessaire. Je pense que c'est un truc, sans forcément lire cet ouvrage, mais un truc qu'on devrait enseigner à l'école pour enfin se débarrasser des idées reçues sur la démocratie. Revoir l'instrumentalisation dans l'histoire, j'ai pu donner un exemple par rapport au mandat impératif plus tôt, au niveau de l'instauration de la République, revoir l'instrumentalisation politique qu'a subi le mot, revoir la contradiction qui existe à l'heure actuelle entre comment c'est utilisé le mot démocratie et comment il était pensé à la base. Enfin, c'est une chose qui me semble vraiment, qui t'ouvre les yeux, qui est vraiment super importante. C'est ce qu'on essaye un peu de faire dans les épisodes de ce que parler veut dire, là, je sais pas si tu suis. Ouais, bah je on regarde. essaie d'interroger un peu le sens des mots. Non mais c'est extrêmement important, hein. Les mots ont un sens et leur utilisation a forcément un effet, quoi. Bah puis je pense que c'est... Si tu déconstruis à la base le sens des mots, c'est aussi le premier outil de critique de la communication politique, finalement. Parce qu'ils utilisent un paquet de mots valises complètement à l'envers. Il y a, même sans parler de communication politique, j'élargis le sujet, mais des termes qui ont pu être repris par des populations qui étaient utilisés à la base pour les insulter, comme moi je vais pas le prononcer parce qu'apparemment les personnes de couleur blanche n'ont pas le droit de le faire, mais le mot avec un N qui est utilisé pour désigner les personnes de couleur noire. Bon bah ce mot il est repris, moi qui écoute beaucoup de rap américain, et il est utilisé quasiment dans certaines chansons tous les 15 mots, donc on voit qu'il y a une réappropriation du mot pour se définir, et se définir positivement, quoi. Mais oui, mais regarde, même nous, entre jeunes, entre guillemets, des fois on s'appelle négro entre nous, même si on est blanc, mais c'est négro, c'est poteau. Ouais, c'est un retournement du stigmate en fait. Ouais, oui, c'est ça, mais c'est extrêmement important, mais effectivement sur la communication politique, si on pouvait comprendre ce que ça veut dire aujourd'hui de communiquer politiquement, peut-être qu'on pourrait exiger de façon plus massive autre chose.